Alors, on a dû démarrer le live, on doit être en ligne. On est à 5 minutes de l'échéance. Bonjour à ceux qui sont là. On reparlera après. Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut nous signaler si on nous entend? À travers une petite réaction. Bon, on nous salue. On ne nous dit pas si on nous entend, mais Lydia dit bonjour. Ah, mercredi. Ah, on nous entend très bien. Merci Guénolé. Merci Thierry. On est à 15 personnes de connectées. Donc les journées font que c'est compliqué. Il y a de quoi être admiratif des gens qui sont à l'heure ou en avance avec les programmes de nos journées de pré-rentrée. Dans cette semaine un peu compliquée. Alors, Guénolé nous envoie un message pour nous dire n'hésitez pas à lancer. Quand vous voulez, bon, on a une vingtaine de personnes qui sont. Ouais, on y va on y va pour les présentations, non sans avoir salué les collègues qui nous rejoignent. Vas-y si tu veux, Mathieu. Bonjour à tous. Alors, moi, a priori, je connais personne. Contrairement à Benjamin, je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Mathieu Lowe, je suis directeur d'une agence de communication qui s'appelle 4 août, comme la date, comme la nuit du 4 août. Il doit y avoir des profs d'histoire parmi vous, sans doute. On est basé à Paris et on travaille essentiellement pour des acteurs publics ou parapublics, des collectivités locales historiquement, et on est une agence de communication d'intérêt général. Voilà, donc on travaille plutôt pour ces acteurs publics. Très clairement, ça veut dire qu'on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de campagne de publicité pour des yaourts, des voitures. On travaille plutôt sur la traduction de messages et d'accompagnement d'acteurs qui travaillent plutôt au service du public et pour des administrations. Donc, on ne travaille pas pour des lycées, à proprement parler, pas pour l'éducation nationale non plus, mais on travaille pour d'autres acteurs qui sont plutôt, a priori, des partenaires pour vous. Voilà.
Ok, moi je suis Benjamin Paul, j'ai quelques copains dans la salle ou pas. J'entends des bruits de page, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si quelqu'un les entend. Je suis proviseur d'un lycée polyvalent d'environ 1000 élèves qui est très très polyvalent, qui est dans le Gers, à Auch, qui s'écrit AUCH et pas différemment. Je vais faire ma 16e rentrée de personnel de direction après des études de droit, d'histoire, et j'ai fait 2 ans de travail dans un cabinet comme directeur de cabinet adjoint, directrice de l'Académie de Toulouse. À l'époque, c'était Hélène Bernard avec laquelle j'ai adoré travailler. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de notre, comment dire, de notre difficulté ou des velléités de communiquer autour des priorités d'établissement. Et peut-être comme point de départ, en disant qu'on a tous envie, on baigne dans un monde de médias, de communication, etc. Et pour autant, on a toujours du mal, on hésite toujours beaucoup à s'exposer sur les réseaux, très au-delà, on va dire, ça sera le sujet du jour, hein. On va sans doute parler de nos espaces numériques de travail, de notre communication interne, mais le propos du jour, il est quand même plus tourné vers la communication extérieure. Et c'est vrai qu'on hésite à utiliser des codes des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, d'Instagram à Twitter, en passant par Facebook, à en prendre les codes, etc. Et on est toujours en train de peser le pour et le contre euh, quand on souhaite communiquer. Et c'est sur ce travail-là qu'on va sans doute échanger avec un expert, du coup, qui est Mathieu. On avait démarré, nous, quand on a un peu préparé ça, sur le fait de dire que euh, on est d'accord, et j'ai entendu ça dans la bouche d'un recteur, un recteur de Toulouse, qui a bougé, qui est maintenant, qui s'occupe du service éducation auprès du Premier ministre, dans le cadre du remaniement ministériel, là, il est entré dans ça. Benoît Delaunay, il nous avait dit, moi, j'ai pas souvent entendu ça dans la bouche d'un recteur, je trouvais ça très bien, que c'était tout sauf superficiel, la communication, que c'était notre parole. Et je suis assez d'accord avec ça. Après, la limite, je vais laisser la parole à Mathieu, mais la limite, c'est qu'on est toujours euh, je ne sais pas comment dire, mais on est quand même hésitant à entrer dans les codes des réseaux sociaux comme Twitter. Et pourtant, je fais partie de ceux qui tweetent, je ne dis pas comme des malades, mais je suis un peu tombé dans voilà, du côté obscur. Et on salue les collègues qui continuent d'arriver. Mathieu, donc sur le fait que la communication, c'est pas superficiel et c'est pas forcément ça. Bah, je Enfin, serais mal placé pour dire le contraire, parce que pardon. parce que c'est un peu mon boulot et mon gagne-pain, mais même si, comme tout le monde, on se pose souvent des questions sur l'utilité de ce qu'on peut faire. En fait, c'est pas tellement, j'ai presque envie de dire que c'est plus tellement la question de savoir si c'est utile ou pas utile, c'est plutôt le fait que est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, se passer de communiquer? Et est-ce que on peut être absent d'un certain nombre de médias, de canaux de communication sur lesquels en fait sont les publics. La première question, c'est d'essayer de se dire où est-ce que les gens s'informent, où est-ce qu'ils vont chercher l'information et quelles sont les sources d'infos qui leur permettent de comprendre le monde, les décisions publiques. Et évidemment, ça je vous apprendrai rien, la presse traditionnelle n'est plus une source d'information pour une très grande partie des gens, avec un lectorat qui est vieillissant. Et là où notamment les moins de 40 ans, et plus on est jeune, hein, où les gens vont chercher l'info, c'est sur les réseaux sociaux, Internet en général, mais beaucoup les réseaux sociaux. On l'a vu, hein, avec une puissance de ces médias-là qui peuvent très clairement faire basculer une élection, par exemple, plus ou moins fortement. C'est compliqué évidemment à évaluer, mais on sait ils ont cette puissance-là. Donc l'enjeu, c'est que quand on n'y est pas, bien souvent, on se fait confisquer la parole ou d'autres parlent à notre place. Et ça, c'est le principal danger, le principal écueil. C'est en fait, c'est compliqué de ne pas y être. Voilà. Et c'est compliqué surtout de ne pas surveiller ce qui se dit sur vous, donc de pas répondre et de ne pas parfois corriger, rectifier. Voilà, c'est avant tout des espaces de débat, un peu comme si vous étiez dans une salle de réunion avec plein de gens qui se parlent, vous entendez plein de choses et vous vous interdisez d'intervenir. Bon, bah, c'est le même principe sur les réseaux sociaux, sauf que évidemment, c'est codifié, on va en parler. Il y a un certain nombre quand même de règles de base à respecter avant de se lancer. Quand on n'a pas du tout d'expérience en la matière, on reviendra dessus. Donc il faut être préparé, il faut réfléchir
aux raisons qui nous poussent à aller sur les réseaux sociaux. Et par rapport à la question de est-ce que c'est utile ou pas utile, je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat. Et sans doute dans vos retours d'expérience, tous ceux-là qui nous écoutent pendant notamment la période de confinement, avec cette problématique d'enseignement à distance, on a vu que la capacité à investir des réseaux de communication dématérialisés, numériques, elle est devenue complètement stratégique. Alors ça s'est fait de manière un peu comme ça, inattendue, rapide, peut-être brutale pour un certain nombre d'entre vous. Du coup, parlons-en. Mais c'est nécessaire et c'est inévitable, surtout avec des publics plus ou moins jeunes et qui ont a priori plutôt une habitude, même si c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément performant en digital et sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est avec une cible qui est plutôt en attente de communication sur les réseaux de communication dématérialisés, distantes, numériques. Voilà. Bon, c'est difficile de ne pas y être. Je pense que c'est très largement partagé. Après, la crainte que ça fait, que ça éveille en nous, c'est que on représente quand même, on a une parole institutionnelle. Et on ne va pas gérer un compte. Et ça, je pense qu'on en était. Moi, je vais raconter mon expérience un peu aujourd'hui, mais c'est un peu un retour d'expérience sur ces choses-là. Mais c'est vrai que nous, on avait la volonté de communiquer. Mais avant de communiquer, moi, je suis arrivé en septembre 2016 sur le poste que j'occupe. On a fait notre premier tweet fin novembre 2016 quand on a commencé. On a structuré des éléments de com. Et on l'a fait de manière empirique, pas avec les règles dont on va parler, mais on était conscient qu'on représentait l'institution et que tu disais, c'est comme assister à une conversation et pas prendre la parole. Quand on prend la parole, on sait qu'on fait quand même derrière de la communication, malgré tout, et qu'on n'a pas été formé pour ça, qu'il faut qu'on fasse attention. Alors, on parlera des codes, hein, on essaie de jouer le jeu, on y entre progressivement, mais effectivement, ça prend du temps. Et pour raconter l'histoire du lycée, en 2016, nous, on est arrivé, on a d'abord structuré l'espace numérique de travail qui était déserté. Et une fois qu'on a eu du contenu, on a ouvert un compte Twitter pour relayer le contenu. Le premier truc qui a été tweeté, c'est une remise de diplôme de filles dans un BTS qui est un BTS bâtiment, qui est très marqué garçon. Et c'était bien de tweeter des filles qui réussissent bien et qui étaient majoritairement dans des poursuites d'études, quoi. Donc c'était symbolique, mais on s'est aperçu après que ça prenait et du temps et que c'était un vrai boulot. Et après, pour faire le pendant, pas un chapeau introductif, mais quand même un peu, c'est vrai qu'on y est. Moi, je suis très satisfait au bout de quelques années du fait d'y être, même si j'ai déjà goûté à des limites ou à des difficultés de choses. On en parlera peut-être, mais de tweets malheureux que j'ai dû supprimer. Ça m'est arrivé une fois là, à l'issue du confinement quand on a retrouvé des élèves. On pourra en reparler. Voilà. Donc, et nous, l'objectif qu'on avait, c'était de. Ça va dans le sens de ce que tu disais. On voulait rendre lisible l'école, qui n'est pas toujours, parce qu'on a un peu empilé les réformes, et que les parents qui ont connu une école différente, ou même avec les grands frères et les grandes sœurs, dans une période de grande réforme, le fait de rassurer, en fait, c'était ça l'objectif. Et on voulait la rendre lisible parce qu'on avait empilé les réformes, et parce que c'était plus ça que, accessoirement, montrer ce qui se faisait à l'intérieur de la classe. Montrer ce qui se faisait à l'intérieur de la classe de façon rapide, on n'a pas besoin d'aller faire un article sur le NT ou sur un site internet. On fait un tweet, on fait une photo, on trouve une phrase qui va bien, qui résume les enjeux, et elle est relayée par les comptes officiels. Et puis le troisième objectif, quand on ouvre un compte Twitter, au-delà de rendre visible, de valoriser, d'extraire de la valeur de ce qui se fait à l'intérieur et de le montrer, c'est le fait de pouvoir relayer facilement toutes les infos institutionnelles sur des parents qui sont connectés ou des élèves qui sont connectés, donc ça se déploie. Mais c'est vrai que on n'est pas parti avec des prérequis, on n'est pas parti en ayant un guide ou on l'a fait de manière empirique. Et je pense que c'est pas qu'on a perdu du temps, mais probablement on a fait des erreurs qu'on referait pas forcément aujourd'hui, quoi. Voilà. Sur le B.A.B.A. notamment, c'est-à-dire le fait de trouver une ligne directrice, un ton, une façon dont on s'exprime aux gens, on a été assez hésitant. Et c'est plus facile de le faire. Moi, je tweetais avant sur un compte perso. C'est beaucoup plus facile de trouver un ton sur un compte perso. Après, voilà. Il y a quelqu'un Ouais. qui parle notamment de Facebook, je vois, d'être interpellé plutôt plus sur Facebook que sur Twitter. Alors, ces deux réseaux, juste pour faire le distinguo, je pense que s'agissant de la communauté éducative, a priori, le réseau social qui, en termes d'information le plus adapté, c'est plutôt Twitter pour vous. C'est-à-dire qu'animer une page Facebook, on n'est plus.
je dirais que ça demande du temps, qu'il faut poster beaucoup de contenu, il y a une dimension un peu moins immédiate que Twitter, et une dimension moins informative, en fait, et un peu plus communautaire. Vous n'avez pas forcément envie d'aller là-dedans. Je dirais que si votre recherche, c'est d'informer votre communauté de parents, les élèves et la communauté éducative en général, c'est plutôt vers Twitter qu'il faut aller, même si on est facilement interpellé sur Twitter, pris à partie, et on verra qu'il faut plutôt répondre d'ailleurs. Donc il y a un peu moins de difficultés sur Twitter. Facebook, moi, si je ne suis pas dans une posture où je suis amené à conseiller des chefs d'établissement, parce que vous n'êtes pas des clients de l'agence, mais j'ai plutôt tendance à dire que pourquoi pas. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, quitte à commencer quelqu'un qui démarrerait, je dirais plutôt commencer par Twitter et aller pas forcément directement sur Facebook. Voilà, c'est plutôt un avis personnel. Ouais, et puis il y a des remarques à la fois pour répondre à Thierry, et puis pour Maria, pour Sabrina. On va en parler sur la veille, c'est un peu la dernière partie de notre propos. Instagram, il pourra peut-être répondre, Mathieu, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Nous, on l'utilise, Instagram, pour le CVL, le Conseil de la vie lycéenne, et c'est les élèves qui tiennent la page. Et je dis pas qu'on leur donne un cours de com, mais on co-rédige un petit règlement avec les CPE de savoir de comment on communique, etc. On s'est aperçu que c'était très efficace sur les thématiques de BAL de l'internat ou de BAL du lycée. Le fait que ce soit le côté participatif, le côté engagement. Mais ce que je veux ajouter à ce que dit Mathieu et qui me semble intéressant, c'est que moi, de ma propre expérience, ce que ça m'a apporté, c'est le fait de très vite mieux connaître mon lycée, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans un lycée polyvalent et on a toujours plein d'occasions de communiquer et qui permettent pas forcément de faire bouger la presse, mais on voit bien que on a accueilli d'une certaine manière des élèves qui sont particulièrement en difficulté, dont on parle pas. C'est très bien de pouvoir en parler. On voit, enfin là, on a ouvert aujourd'hui à l'école ouverte. J'ai fait 2 tweets. J'ai l'école ouverte et vacances apprenantes. C'est une cinquantaine d'élèves qu'on accueille avec des masques. Bon, ça s'est bien passé. On a testé ça. On a communiqué sur ce fait-là. Alors, est-ce qu'on fait le jeu de quelqu'un? Moi, je ne me pose pas la question, mais c'est vrai que si on fait l'école ouverte, c'est pour rassurer les élèves et qu'ils viennent dormir 2 jours avant, et parce qu'ils ont peur d'être à l'internat. Je caricature à peine. Et conclusion de l'histoire, le fait de communiquer, de dire les élèves l'ont fait et ils sont plus à l'aise. Voilà, on connaît mieux et le message il est très parlant pour les parents. On a des retours très positifs. Pour ce qui est d'Instagram, du coup, vu qu'on a évoqué Twitter et Facebook. Instagram, moi je trouve que ça peut être intéressant en termes d'application. Alors c'est assez, plutôt élargi et c'est en termes d'information un média qui peut être plus ou moins intéressant en termes d'infos. Ça n'a quand même pas du tout la même vocation que Twitter. Ça peut être intéressant. Alors moi je trouve que l'idée plutôt de confier ça aux élèves, c'est un média qui est un peu plus créatif. Le confier aux élèves peut être une très bonne idée, ou pourquoi pas à des sections, des filières qui sont plus typées artistiques, créatives, et qui peuvent du coup bénéficier d'une vitrine intéressante avec Instagram. Mais en fait, les réseaux sociaux, il ne faut pas que ce soit la course à l'échalote. C'est-à-dire qu'il y en a qui marchent, il y en a qui marchent plus, il y en a des nouveaux. Vous n'allez pas aller sur TikTok. Enfin, il y en a peut-être, je ne sais pas, je serais surpris, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui est d'ailleurs pas tout à fait facile à comprendre pour les gens qui ont plus de 17 ans et demi. Si vous avez des enfants, vous voyez peut-être à quoi ça ressemble, mais c'est des espèces de mini-clips de mise en scène, c'est un peu, moi je trouve ça un peu bizarre, mais ça cartonne, ça marche très bien chez Possible, notamment dans les collèges et les lycées aussi. Voilà, on pourrait se dire il faut absolument aller sur TikTok parce que tout le monde est là. Bon, tout ça est quand même très mouvant. Il ne faut pas oublier que vous êtes dans une optique de communication institutionnelle et que à ce jour, en termes sur la com instit, alors il y a Facebook, Twitter, il y a effectivement Instagram. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est il ne faut pas s'éparpiller. C'est-à-dire que les gens, ils vont sur les réseaux sociaux, ils sont rarement sur un seul réseau social, ils sont souvent sur plusieurs, ils consomment de l'information sur le réseau social. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'en choisir un. Enfin, en tout cas, si vous démarrez, plutôt d'en choisir un. Et pour démarrer, Twitter est plus facile. Et c'est la même chose sur Snapchat. Enfin, plus vous allez investir de réseaux sociaux,
soit vous avez une équipe, apparemment quelqu'un a dit qu'il y avait un chargé de com, bon ben tant mieux, et normalement il peut manager plusieurs réseaux. Mais si vous devez le faire, je dirais de manière un peu plus artisanale, ne vous éparpillez pas. Et ne partez pas dans une stratégie où vous allez construire un écosystème digital un peu complexe, parce que vous n'allez pas produire les mêmes contenus en fonction des réseaux. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir produire des contenus riches, de la vidéo, de la photo, qualitative, des contenus textes. Enfin, ça devient vite un travail à temps plein. Il ne faut pas oublier que les marques, notamment commerciales, qui investissent les réseaux sociaux, alors leur objectif, c'est de vendre des produits, mais c'est des stratégies qui mobilisent énormément de monde derrière. Et plus vous publiez, plus vous investissez des réseaux sociaux, plus il faut répondre, interagir avec vos communautés, et donc plus vous multipliez les portes d'entrée. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt dans votre cas, sauf peut-être sur Instagram pour des filières un peu plus créatives ou autres, pourquoi pas, à tester avec eux. Mais sur la communication vraiment institutionnelle, destinée à la communauté éducative, notamment Twitter me paraît, pour démarrer, être un bon réseau pour se lancer. Et du coup, on a bien vu, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que TikTok informe? Ouais. Non, enfin, Voilà. ça n'informe pas, ça divertit. La question, mais pour répondre aux questions que je vois passer, hein, déjà sur les règles du jeu, les règles de base, quand on utilise, en prenant l'exemple de Twitter par exemple ou de Facebook, voilà, je pense que c'est une bonne idée pour répondre, et ça permettra de répondre à une question qui est au-dessus. Je retrouverai le prénom dans un instant. C'est Marie-Claude, tout va trop vite, etc. On verra sur la difficulté du temps, moi ce que j'appelle les zones grises, c'est-à-dire on communique sur ça, on communique pas, on communique de quelle manière, mais peut-être déjà sur les règles de base, ça va répondre à une partie des questions, des limites, s'il y a des règles de base. Les règles, moi c'est plutôt je dirais des conseils que je peux vous donner, qui va rejoindre ce que dit Cédric, qui vient d'intervenir. C'est effectivement, il n'y a pas les mêmes cibles, sur les différents réseaux sociaux. Ouais. Le fait de bien savoir dans quelle posture en tant qu'émetteur vous trouvez. Vous allez vous placer pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution, qu'institutionnel ou que représentant de l'institution. Donc vous êtes dans un émetteur institutionnel. Un émetteur institutionnel, il a des cibles, et effectivement vos partenaires, je pense, sont quand même des cibles essentielles, c'est-à-dire que bien informer ce qu'on peut appeler la communauté éducative en général, mais que ce soit aussi des institutions partenaires, c'est pas négligeable, parce que eux-mêmes informent leur communauté. Donc vous n'allez jamais trouver un réseau social ou un média qui informe absolument tout le monde. Ça n'existe pas. Il faut aussi miser par capillarité, sur la capacité des différents réseaux à se nourrir mutuellement, à ce que les informations que vous communiquez soient reprises par d'autres, et que progressivement ça diffuse, et ça informe, ça diffuse auprès de cibles qui ne sont pas forcément vos cibles initiales. Donc effectivement, c'est intéressant de travailler par cible, mais c'est d'abord intéressant de définir qui vous êtes et dans quelle posture de communication vous vous trouvez. A priori, vous n'êtes pas dans une posture de divertissement, peut-être, j'en sais rien, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des cas, et vous êtes plutôt dans une posture d'information et institutionnelle. Dans ce cas, ça va éliminer quand même un certain nombre de réseaux sociaux qui ne sont pas typés sur ça. Vous allez en avoir déjà un peu moins. À partir du moment où vous avez défini votre posture, oui, ensuite vous pouvez travailler sur vos cibles si vous voulez être vraiment dans quelque chose de plus fin en termes de communication. Mais moi, je ne me focaliserai pas nécessairement sur les cibles. Je pense que la nature des messages, la nature des informations que vous communiquez, elles vont quand même fortement vous diriger vers certains réseaux et pas d'autres, tout simplement parce que y a des infos que vous n'arriverez pas à diffuser sur Instagram de manière évidente. Alors sur TikTok, j'en parle encore moins. Mais voilà, donc la posture institutionnelle, elle est quand même assez prépondérante dans votre manière de communiquer, dans vos choix de canaux de communication. Ensuite, ce qui est quand même très important avant de se lancer, en admettant que vous ne soyez pas du tout sur les réseaux sociaux, mais même quand on y est, c'est de se dire pourquoi j'y vais, pour en gros définir un peu votre ligne éditoriale. Comme quand vous avez des magazines
de lycée ou d'établissement, vous le faites. Sur les réseaux sociaux, il faut définir sa règle éditoriale, sa ligne éditoriale, il faut être au clair avec, c'est-à-dire définir ce qu'on veut dire et surtout ce qu'on ne veut pas dire, les sujets qu'on ne veut pas aborder, les thématiques qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, et ça permet déjà dans un premier temps de resserrer votre champ thématique et de ne pas vous perdre. Parce qu'effectivement, il peut y avoir vite un effet d'emballement au début, on va communiquer un peu sur tout. Le problème, c'est que vous allez perdre en audibilité, enfin en lisibilité, et c'est vrai que notamment sur Twitter, la ligne éditoriale, elle est importante parce qu'il faut qu'on sache précisément quelle information on va aller chercher chez vous. Voilà, c'est assez essentiel. Donc, il faut qu'on comprenne très vite quelle est l'information que je vais trouver sur ce compte. Voilà, cet étabbissement, il va me communiquer plutôt tel type d'information. Ça, c'est absolument fondamental. Après, pour aller dans ce sens-là et poursuivre un peu l'exemple, savoir sur quoi on communique et puis la relation entre les différents sites institutionnels, régions, rectorats, ministères, on voit bien qu'on retweet, qu'on peut trouver ça, bon, il y a pas de souci. Quand on produit nous-mêmes de la ressource, ce qui prend pas mal de temps, et je pense que c'est nécessaire, c'est une discussion qu'on a eue en amont, mais d'y consacrer du temps. C'est vrai qu'on est sur de l'info, on essaie de rester sur de l'info. Et nous, moi, ce que nous on fait, c'est du marronnier. C'est-à-dire, je fabrique un. Guénolé peut le montrer, vous irez le voir à l'occasion comme ça, pour pas qu'on ait à partager l'écran, mais on fait un info par an, nous, une fois tous les 6-7 semaines depuis l'année dernière, parce que j'ai pas eu le temps de le mettre en œuvre avant. Donc l'info par an, je l'envoie via la messagerie de l'ENT pour les collègues, et c'est une actu. Le premier, je pourrais vous l'envoyer aussi, j'y ai pas pensé, mais il parle de comment on paye la cantine à distance, bienvenue, le Wi-Fi au lycée, etc. C'est un peu les marronniers d'une année sur l'autre, mais ça me permet de le découper, de faire un ou deux tweets jolis, et d'avoir un support. Et l'exemple que Guénolé peut envoyer, il doit l'avoir dans les liens qu'on a préparés, c'est que quand on a eu le Covid, j'en ai fait un qui a été un peu plus garni que d'habitude, mais il permettait, je vais le voir en même temps que je vous parle, il permettait de faire un petit intro sur la continuité pédagogique, et faire le lycée à la maison et le travail à distance, les outils, les ressources, les informations utiles, mais il retrouvait sur un document habituel que j'ai pu tweeter des choses que l'on faisait déjà. Déjà et après j'ai fait des articles spécifiques. Qu'est-ce qu'on attend? Je suis pas le seul à avoir fait ça, hein. Il y a plein de gens qui ont tweeté comme ça, mais le travail qu'il y avait à faire, est-ce que ça sera noté, pas noté? On rappelait que les évaluations, elles avaient un sens quand même à distance. Après, les outils qu'on avait mis à disposition à distance, qui existaient, qui étaient habituels, on avait fait une petite rubrique conseil qui était un peu sympa et un peu, je dis pas pour divertir, mais des conseils aux élèves, c'était pour les rassurer. Et puis, après, on s'adressait aussi, on adressait des aides et des ressources en disant, n'hésitez pas, on est à distance, mais on n'est pas loin, quoi. Vous pouvez compter sur votre équipe qui est mobilisée à distance. Donc ça, le fait d'avoir des marronniers, je trouve ça, je dis pas utile, mais on l'a fait souvent, et ça permet d'avoir une info que les gens savent qu'ils vont retrouver chez nous. On l'envoie de toute façon via l'ENT, mais parfois ils n'ont pas l'info via l'ENT, ils ont l'info via Twitter. Parce que, et on fait toujours un rappel. Et nous, c'est comme ça qu'on a construit l'ENT au départ. Après, honnêtement, si, Cédric qui est là, Thierry qui est là, avec qui je tweete, avec qui je travaille parfois, pas au quotidien parce qu'on est loin, mais Cédric, on est dans le même département. Lui, il a un excellent Twitter aussi, à la fois pour son lycée et perso. On trouve de la ressource. On parlera tout à l'heure du côté veille. Mais ce que je veux dire, on est toujours en train de regarder ce que font les copains, ce qui est aussi intéressant dans ces outils de com pour voilà. Et l'exemple, et j'arrête après, mais sur cet exemple-là, nous, il y a 2 ans, ou 3 ans, une DAZN précédente, il y a 3 ans, avait, comment dire, oui, on peut utiliser les SMS, je vois. Nous, on utilise des SMS pour dire qu'on a de l'info, que l'info est en ligne. Le Twitter du lycée, il est sur la page d'accueil de l'ENT du lycée. Donc, tout est un peu dans tout. Et alors, tout ça, et je reviens juste légèrement en arrière, mais je suis en train de me perdre dans l'exemple que je prenais. Je ne sais plus sur quoi j'étais, mais c'est pas très grave. Si, on a un groupe départemental qui, une DAZN avait institué un groupe de perdir volontaires, dont je ne faisais pas partie, d'IUN volontaires. Il y avait Cédric dedans, il y avait une IUN premier degré, il y avait un proviseur adjoint, un principal, et ils développaient les comptes Twitter pour les établissements scolaires. Voilà, donc c'était intéressant.
C'était intéressant d'avoir un groupe d'accompagnement et ça avait beaucoup rassuré les collègues sur le fait on y va pas quoi. Et quels sont les principes de base qui s'inventent pas. Après, bon, c'est les commentaires, je les reprends aussi un peu. C'est bien de. Oui, on avait essayé de lutter aussi contre l'idée que le confinement, c'était les vacances. Après, on essayait d'être surtout très proche, parce qu'on s'était aperçu, comme beaucoup, que vous avez dû ressentir la même chose. Le confinement, il a amené énormément d'interactions avec les familles en direct. Sur les comptes Twitter des établissements scolaires, probablement sur les comptes Facebook, sur les ENT, sur la messagerie. Moi, je recevais 25 mails pour 1000 élèves, j'avais 25 mails de familles ou d'élèves par jour sur une semaine moyenne. Et je pense que les profs aussi étaient sursollicités avec l'accès des. Voilà. Et alors, pour prolonger un peu, jusqu'où on va dans l'utilisation des codes? C'est dans les zones grises. On a bien vu que c'est rapide, ça a été dit par Marie-Claire plus haut. C'est parfois très vite, on va très vite, on vérifie pas forcément l'info. Est-ce qu'on n'a pas peur de passer pour des idiots quand on reprend des codes? On se sent un peu, on va pas jusqu'à la démago, on veut pas non plus trop s'exposer. Parfois, on répond à une interview sur TF1, moi, il m'arrivait ça la semaine dernière. Hein. Je réponds rapidement, on me voit 10 secondes à l'écran et ils écrivent la ville d'Osh comme le général Hoche. Et je me suis retrouvé ma tête 40 fois sur les réseaux sociaux, alors que je disais rien de rare et je disais quelque chose qui avait été vraiment validé par le rectorat. Sinon, je ne me serais pas permis de travailler. Et j'ai été un peu affolé de voir que ma tête était partout. Euh, voilà, ça a satisfait mon besoin d'ego, mais blague à part, comment on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait face au bashing, risque de polémique, etc. Est-ce qu'il y a des. Voilà. Alors, Au-delà de la valeur ajoutée du contenu sur laquelle on est à peu près tous d'accord. et communiquer, c'est s'exposer. C'est-à-dire que vous allez forcément vous exposer et c'est pas possible d'investir un réseau social en se disant surtout je veux pas prendre de coups. Donc il y a forcément, alors plus ou moins régulièrement, il ne faut pas non plus être affolé et se dire que tous les jours il va falloir désamorcer des crises et des bombinettes. Hein. A priori, ça arrive de temps en temps. Quand ça arrive, c'est pas très agréable, mais ça n'arrive pas tous les jours. D'une part, il faut plutôt se rassurer. Alors, ça peut arriver tous les jours quand on travaille pour voilà, des institutions, pour du politique ou autre, mais c'est pas votre cas. D'une part. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tous ces codes? C'est vrai que, alors ça dépend des réseaux sociaux, mais ils sont plus ou moins codifiés. J'ai envie de dire, dans une posture institutionnelle, les réseaux que vous allez investir sont relativement accessibles en termes de code. Je dirais plus que c'est des usages que vous allez comprendre au début. Moi, je trouve qu'il y a quand même globalement une forme de tolérance au démarrage. Il ne faut pas hésiter à adopter aussi des postures un peu humbles en disant bah, on est nouveau, on commence. Désolé si c'est pas comme ça qu'il faut faire. Globalement, vous verrez qu'il y a plutôt une forme de, je dirais, de bienveillance. Personne va venir pour vous taper dessus en vous disant ah vous savez pas faire, vous êtes nul. Enfin sauf si vous roulez trop des mécaniques, mais ça c'est aussi une question de posture. Donc si on investit un réseau social qu'on connaît pas, on teste. Quand on fait une bêtise, on s'excuse et en général tout se passe plutôt très bien. Vous n'êtes pas non plus, moi je déconseille plutôt d'aller dans des postures surbranchées où on essaye de mimer un certain nombre de codes, déjà parce qu'en fait, on ne vous attend pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on on va pas aller chercher de l'information vous concernant euh, pour retrouver ce type de code-là. Et la posture institutionnelle, à partir du moment où vous l'affichez comme telle, elle vous autorise à pas écrire en langage SMS hyper court, mais parfois avoir plutôt des vraies phrases. C'est autorisé encore de parler en vrai français sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas choquant du tout. Au contraire, c'est plutôt, moi, je trouve, appréciable. Donc, à vous de définir le, le, le niveau d'intégration et je dirais, de proximité ou d'acculturation à ces codes-là que vous souhaitez avoir. Mais le temps fait qu'on trouve ces marques assez rapidement et le bon ton. La question du ton, elle est importante sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une posture institutionnelle. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver, et c'est souvent ce qui fait la qualité d'un compte notamment, c'est ces petites pattes où on sent que on n'est pas dans quelque chose de trop froid et que c'est incarné. Quand on sent qu'il y a quelqu'un derrière qui
et une vraie personne qui communique. Parfois, certaines marques vont assez loin là-dedans, où les community managers, qui sont ceux qui administrent les comptes, se mettent en scène ou sont identifiés parfois par leur prénom comme étant un des community managers. Ça, c'est vrai que la question de l'incarnation et du fait que ce soit porté et un peu personnalisé, c'est assez important. À vous de définir aussi le curseur. Il ne faut pas non plus que ça devienne le compte d'un tel, c'est ça la subtilité, mais vous verrez que souvent les comptes qui marchent bien, c'est ceux où il y a cette intuitu personné, ce ton un peu incarné qui fonctionne bien et que vous allez trouver relativement rapidement en testant en fait, en voyant ce qui fonctionne. Une chose est sûre, moi, par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure Benjamin, c'est que il vaut mieux communiquer peu mais bien. C'est-à-dire, c'est vraiment la qualité qui prime et de plus en plus. C'est pas le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, mais c'est proposer des informations qui sont de qualité et qui ont une plus-value. Donc, vous pouvez retweeter ou relayer de manière plus générale des informations et des données qui sont produites par d'autres. Là où vous allez progressivement gagner en notoriété, c'est quand vous êtes à l'origine d'une info, d'une infographie, d'une vidéo, d'une photo, tous ces contenus qui sont des contenus plutôt qualitatifs. Et effectivement, comme le dit Sabrina, ça prend du temps. Donc il ne faut pas du tout minimiser le fait que quand on veut produire des contenus de qualité, il vaut mieux le temps qu'on a l'accorder à la production de contenu qu'à l'animation un peu à corps perdu d'un réseau ou d'une communauté. Il faut modérer, il faut interagir, mais il faut publier des contenus de qualité et ça permet, ce que la question de Karine, ça permet de développer et du coup d'être identifié comme un compte qui est à valeur ajoutée, sur lequel on va trouver de l'information, qui est de l'information qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs. Donc, moi, je trouve que ce qui fonctionne très très bien, c'est les infographies pédagogiques, ce qui permet par exemple de comprendre un nouveau dispositif, vous l'avez vu pendant le confinement, mais les nouveaux protocoles, les nouveaux modes d'organisation, tout ça est souvent communiqué sous forme de notes ou d'écrits qui sont complètement invitables. Quand il y a un chef d'établissement ou un prof ou quelqu'un qui à un moment donné se dit tiens, je vais essayer de simplifier tout ça et de faire un schéma, une représentation visuelle qui permette à des gens qui n'ont pas envie de lire de bien retenir les 10 infos clés. Le fait de faire des listes aussi, ça marche bien. Les 5 infos à retenir, les 10 infos essentielles sur tel dispositif, ça marche plutôt bien. Mais ça prend, oui, du temps. Il faut accorder du temps. On ne peut pas y aller en se disant je vais faire ça voilà, quand j'ai le temps. Non, il faut vraiment accorder pas mal de temps à ça. Bon, je me suis permis de partager pour sortir un peu de la question des réseaux sociaux tout en restant dans la com. C'est-à-dire que oui, ça prend du temps, c'est chronophage, mais je dis pas que ça sert à tout, mais un peu. J'ai partagé là un pictochart, mais ça peut être pareil, ça peut être sur Geniali, ça peut être sur Canva, ça dépend de l'abonnement que vous avez en gratuit ou pas gratuit. Je prends un exemple, je sais pas si vous aurez le temps d'aller le voir, mais en gros, quand on a repris le chemin d'école au lycée, les collèges ont eu peu d'infos et on l'a fait un peu de façon rapide suite à des décisions ministérielles qui étaient parfois un peu contradictoires d'un jour sur l'autre. Nous, je reprends ce qu'a dit Mathieu, communiquer peu dans une période qui était très troublée, où on avait beaucoup d'informations et où les gens étaient chez eux un peu, je dis pas hypnotisés par leur télé, mais un peu abreuvés d'informations. Vu qu'on n'avait pas de date très précise, on avait fait des créneaux horaires, on s'est permis de faire une petite frise pour dire, bon là, c'est le début du déconfinement, là le lycée se prépare, là il y a un sondage auprès des familles pour savoir, et des profs, pour savoir combien on a de profs qui vont reprendre, et puis combien il y a d'élèves qui souhaitent reprendre, et comme ça on va pouvoir décider. On va décider, mais c'est pas nous, c'est le Premier ministre qui réunit tout le monde le 28 mai, on saura, et puis du 2 au 3 juillet, on va accueillir les élèves volontaires parce que ça on en est sûr. Et vu qu'on ne savait pas, on a fait une petite infographie
on a dit, l'étape 1, ça sera on va garantir la sécurité. 2, on va identifier les forces en présence. 3, on va essayer d'établir un programme qui soit réaliste en fonction des forces qu'on a. Et puis 4, on va accueillir les gens, mais on va aussi continuer l'école à la maison pour ceux voilà, en essayant d'assurer, j'ai mis assureur, là, je vois qu'il y a une faute, assurer l'équité concrètement. Mais ça, je pense que la question, c'est pas le partager sur Twitter ou comme ça, c'est que on a eu des retours positifs des familles et après on a développé, c'est-à-dire comment on garantit la sécurité, on va faire une CHS, ça se passe quand, c'est quoi l'objectif? Objectif, on a une cible, combien de personnes on peut accueillir chaque jour et combien on peut faire de repas, est-ce qu'on peut accueillir les internes? Voilà, c'était les objectifs du jour, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a pas fait souvent, mais moi j'ai fait 3 communications que je partagerai dans le temps de ce Covid, où justement ça allait trop vite, on n'était pas abreuvé d'informations. Parfois, avant d'avoir le protocole, il était sur BFM Télé parce que le ministre l'avait dit, et puis il était contredit par quelqu'un d'autre. Donc nous, on s'est basé sur les choses qui étaient à peu près écrites et concrètes, qui nous permettaient de pouvoir dérouler. Donc ça, ce sont des exemples, hein, pas du tout des modèles. Je sais qu'il y a des collègues qui ont fait ça, mais voilà. Mais c'est des exemples, moi je trouve plutôt à suivre parce que là, dans le lien que tu as envoyé Benjamin, c'est un boulot en fait, typiquement un boulot de chargé de com, cet effort de mise en forme, de représentation sous forme d'infographie, de schéma. Il y a des outils maintenant en ligne qui permettent de le faire facilement, sans avoir à passer par des experts en com, hein, c'est pas du tout. Et c'est vrai que tout de suite, c'est à la fois plus attractif et deux, c'est viralisable. Donc vous pouvez plus facilement communiquer et réexploiter. Il ne faut pas hésiter si vous avez pris du temps à produire ce type de contenu pour une publication type newsletter ou publication papier, il faut absolument que les contenus que vous avez publiés dans ces supports, vous les rediffusiez sur vos réseaux sociaux. Il faut maximiser le travail que vous avez réalisé et donc les démultiplier les productions. Vous allez en fait, entre guillemets, rentabiliser le temps, le travail, le temps que vous avez consacré à la production de ce type de support-là. Et effectivement, dans des périodes qui sont très riches en informations, dans lesquelles on a parfois du mal à faire le tri, c'est vrai que les acteurs de proximité et de grande proximité, comme vous, comme les mairies notamment, hein, où est-ce qu'on va chercher l'information, où on sait que c'est une information qui va être adaptée à la réalité locale, qui va être plutôt fiable, parce qu'on a confiance, c'est plutôt vers les acteurs qui sont les acteurs de proximité, le lycée, le collège, la mairie. Et donc, la vigilance que vous aurez sur le fait de communiquer des informations qui sont des informations factuelles, vérifiées, fiables et accessibles, je dirais que ça, c'est vraiment absolument fondamental. C'est là-dessus que vous allez gagner des parts de marché, enfin, en audience. Donc, c'est plutôt un très bon exemple, une bonne Après, pratique. de mon point de vue, il est trop rédigé parce que c'est le côté un peu littéraire. Moi, je rebondis sur ce que j'ai entendu, mais c'est vrai que je suis très sensible. Parfois, on partage, mais comme d'autres, hein, je dis pas des phrases, mais la com, c'est vraiment la forme qui remonte à la surface. Donc, quand je fais le bilan pédagogique, par exemple, pour la première fois, j'ai osé le partager sur les réseaux ou le partager dans une newsletter. Je vois pas pourquoi je le fais pour le conseil d'administration. Il y a une trentaine de personnes qui sont présentes et des représentants de parents. C'est peut-être un peu, ça manque d'explication parce que c'est un prési. Je vous l'enverrai aussi, mais l'idée générale, c'est quoi? C'est que ça montre, c'est un bilan qui n'est pas exhaustif, mais qui montre le dynamisme des équipes. Donc, on montre la valeur ajoutée. Le prési, j'ai fait du boulot la première année. J'étais très branché prési. Et ben, depuis la première année, chaque année, il se tape le prési que je refais. Mais les grandes lignes restent les mêmes et l'essentiel du travail est fait. Donc la structure, elle est faite une fois. Vu que j'avais pas envie de m'embêter, je me suis payé un produit à 5 dollars qui était déjà tout fait. C'est-à-dire j'ai acheté le modèle que j'ai juste un peu customisé
comment dire, à la flamme du lycée. Et après, j'ai fait des progrès, mais vu que j'avais pas le temps, j'ai fait un truc rapide qui est un peu sympa, quoi. Et pour la pré-rentrée, c'est pareil. Alors la pré-rentrée, je tweete pas forcément ou je partage pas la pré-rentrée, mais je trouve que le bilan pédagogique, c'est quelque chose qu'on prépare pour le CA, qu'on met dans un compte rendu, qu'on commente un quart d'heure, 20 minutes dans un conseil d'administration, sur lequel on passe rapidement, mais qu'on n'exploite plus derrière. Donc le fait de le faire joli, c'est un document, voilà. Les lettres aux parents, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup hésité avant de dire, t'écris aux parents, est-ce que c'est pas un peu démago, etc. Bah, d'une année sur l'autre, les bourses sont versées, on fait les dossiers de bourse, on doit payer la cantine, on la paye en numérique, on peut aider les familles, on a des temps de l'orientation, et donc on a trouvé qu'une saisonnalité toutes les 4-5 semaines, sauf que j'ai fait ça l'année dernière sur 3-4 temps. Cette année, je prends quasiment les mêmes. Et je dis pas que je perds plus de temps parce que c'est pas du temps perdu, c'est de l'engagement sur la ressource de proximité, quoi. Qu'est le lycée? C'est vrai que c'est quand même une ressource d'information de proximité, communication, quoi. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça ou est-ce qu'on évoque aussi un peu le côté qui est très agréable dans les réseaux sociaux ou dans le fait de communiquer, c'est le fait il y a des communautés qui naissent, des collègues qui partagent du très bon travail. On a préparé une petite liste de comptes qu'on suit, que sans doute vous connaissez ou pas, qu'on partagera. Et le fait qu'on peut aussi, du coup, coproduire à distance grâce à de la communication. C'est-à-dire qu'on passe presque à un niveau au-dessus. On passe du moment où on veut valoriser ce qui se fait, on extrait de la valeur de ce qui se fait, on connaît mieux notre établissement scolaire. Voilà, Damien Dubreuil, le nom il est sorti, mais Damien Dubreuil, c'est un très bon exemple. C'est un chef d'établissement au collège qui, lui, fait des cartes mentales systématiquement dès qu'il sort une circulaire un peu importante dans le métier. Et c'est vrai qu'il suffit d'afficher sa carte mentale et de se l'imprimer, et on a le résumé de la circulaire. Donc ça, c'est merveilleux. Voilà quoi. C'est très chouette d'avoir des gens et des communautés de gens qui nous informent. Et c'est sûr que la communauté, elle est utile aussi. Il y avait la question sur comment est-ce qu'on fait pour développer sa communauté. C'est aussi utile de s'appuyer sur les autres. Il y a quand même plutôt, notamment dans des réseaux institutionnels ou professionnels, une forme de bienveillance et d'entraide qui fait que la communauté, elle se nourrit, elle s'entretient, et que je dirais les influenceurs, ou en tout cas ceux qui sont les plus actifs et reconnus comme étant performants sur un réseau, ils savent aussi aller et saluer la bonne information qui a été publiée à un endroit. Donc c'est aussi, à un moment donné, si vous avez un compte Twitter qui a du mal à décoller, mais que vous travaillez, je redis, si vous travaillez sur la qualité de vos productions et la qualité aller donner des informations qui n'ont pas été données par d'autres, et que vous êtes retweeté par un compte qui a beaucoup plus de visibilité que vous, vous verrez très rapidement que vous aurez des retombées qui sont vraiment intéressantes. La vraie clé, c'est la qualité de ce que vous produisez. Ne partez pas dans des logiques où vous vous abonnez à plein de comptes pour vous désabonner ensuite. Enfin, tout ça, ça marche pas. Il faut plutôt faire un travail, je dirais, de long terme, qui est de travailler sa ligne éditoriale, la qualité de ses productions et de ses publications, et qui soit un petit peu différencié de ce que les autres proposent. Donc, trouvez votre marque de fabrique. Il y a des gens qui font effectivement des cartes mentales et qui, à un moment donné, sont reconnus pour cette compétence-là. Il faut que plus vous aurez trouvé votre marque de fabrique et votre signature, mieux ça fonctionnera. Et puis moi, je trouve que l'état d'esprit, vu qu'on est une institution qui a rien à vendre, si ce n'est parfois un déficit d'image, et que moi, j'ai pas honte de montrer ce qui se fait dans les classes, parce que c'est la boîte noire, on n'a pas vraiment accès. On donne quand même un accès privilégié, même à travers une lettre sur le NT, donner le témoignage que on a des élèves qui ont réussi à gagner des prix. Il y a toujours un retour qui est excellent. Parce que les élèves ils se sont engagés en plus de tout ce qu'ils font. Et moi, souvent on fait des hashtags utiles et beaux, quoi. Moi, j'ai aussi bien du bâtiment que du cirque. Le cirque, il y en a 6 en France. C'est des sections d'élite qui coûtent assez cher, comme le cinéma. Mais c'est vrai que c'est avoir un meilleur ouvrier de France qui a un niveau CAP, qui a fait un travail de maçonnerie
ou de charpente exceptionnelle, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'être mis en valeur. Ben si, avec une lettre aux familles qui est toute simple via l'ENT, qui donne une identité, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et après, l'esprit de communauté, moi j'aime beaucoup aussi l'expression le copyrate, qui est un peu l'inverse du copyright. On est l'éducation nationale. Donc on est très nombreux à produire du contenu, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, il y a des profs qui tweetent aussi des choses intéressantes. Le vrai souci, c'est que souvent on les partage pas, quoi. Et le copyright, c'est ça, c'est je l'ai fabriqué, je te le donne, et si tu t'en fais quelque chose de chouette, euh, voilà quoi. Alors, la curation Twitter de Benjamin, on peut y aller. Damien, évidemment, Dubreuil, voilà, ça a été dit. Éric Tournier, que vous connaissez sans doute, qui est un inspecteur général établissement biscolaire, lui, il est sur les questions d'évaluation, d'autonomie, partout en France, mais aussi ailleurs, dans tous les pays francophones, à diffuser son travail et à mettre en valeur des initiatives et à lire des textes pour les vulgariser, je pense que. Et puis c'est toujours très bien fait. Il y a un ton, un style. Comment dire, il rediffuse aussi du contenu qui est passé inaperçu, des lectures. François Muller, on est sur des questions pédagogiques. Moi, pareil, une anecdote toute simple, mais Hervé, qui doit être à l'écoute, peut témoigner. Nous, c'est quelqu'un qu'on a rencontré parce qu'on a travaillé avec lui sur Messenger. Je l'ai vu un jour sur Facebook, je l'ai ajouté. J'ai vu qu'il était connecté une nuit, on s'est envoyé des messages. On a travaillé ensemble pendant 4 ans ou 5 ans après en faisant de la formation. C'est-à-dire que des gens qui vous étaient inaccessibles, a priori, et sont inaccessibles. Et François Muller, à l'époque, était le patron des cellules Cardi, dans Innovation Expérimentation. Et c'est vrai il partage des choses et sur Twitter et sur Facebook qui démontrent qu'on a des pouvoirs magiques. Il a repris des classes et que, pareil, sur les questions de leadership, de créativité, d'image de l'école qui bouge, c'est très intéressant à aller voir si vous ne connaissez pas le compte diversifié. Isaphil, prof ASH, c'est Isaphil, hein, sur Twitter aussi, sur les questions comment dire, d'école inclusive. C'est une reine. Anne Philipson, qui est une ancienne cadre de la DAFPEN de Toulouse, sur le contenu qui est premier degré, c'est pareil, hein, c'est voilà quoi, une source incroyable, Anne Philipson, de ressources pour les premiers degrés, pour les gens qui ont des SECPA, pour les gens qui ont des élèves aussi en situation de handicap comme Isaphil, ce sont des comptes où il y a toujours de la ressource qui est partagée, elles produisent du contenu, elles relaient des choses. Bon, c'est des mines, quoi, en termes de. Derrière, on arrive en réunion en disant j'ai vu ça circuler. Moi, ça m'arrive couramment, et de partir de ce qui a été partagé par une autre équipe et qui a été mise en valeur par, je ne sais pas comment tu les as appelés, hein, Mathieu, mais des gens qui sont sur des médiateurs de réseaux sociaux qui mettent, voilà, des influenceurs qui mettent en valeur, quoi. Et après, bon, pour continuer la liste et finir, mais elle n'est pas exhaustive du tout, hein, il y a Fabrice, et on peut aussi, voilà, il y a Fabrice Meunier, je ne sais pas si vous connaissez, qui est proviseur. Il était, lui, principal dans un collège. Il arrive dans un lycée parisien artistique, et lui, comment dire, il a une patte sur la photographie, sur les phrases, sur le volet culturel qui est inspirante. C'est-à-dire, moi je trouve que c'est beau ce qu'il fait, et quand j'essaie de faire des trucs un peu sympas, je dis, bon, lui, il ose faire des trucs que j'oserais pas tout à fait, mais ça m'empêche pas de m'inspirer pas mal de ce qu'il fait, et euh, voilà, je dis pas qu'on fait des progrès, mais c'est quand même c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, c'est quand même vachement agréable de pas être concurrent, d'être partenaire sur ce type de réseau social. Parce que, enfin, particulièrement chez nous, dans le Gers, on n'a pas tout à fait la même offre à proximité. On est concurrent de rien. On n'a pas les mêmes spécialités. Du coup, voilà. Après, oui, quid de l'articulation perso contre de l'établissement? Pour moi, je peux répondre à ça, hein, c'est complètement différent. C'est-à-dire, je me permets, et encore, je reste très institutionnel sur mon compte perso, pour plein de raisons, pour l'image que je représente, je pense. Je me lâche pas du tout, moi. Je suis pas, je me lâche sur le côté poétique ou phrase ou citation, ou j'y mets beaucoup d'affect, de cœur. C'est peut-être le défaut, hein. Mais en tout cas, sur le compte perso, je fais très attention, je ne mets pas d'affect. Je vous parlerai, s'il faut, tout à l'heure de l'anecdote qui m'est arrivée, le seul tweet que j'ai supprimé, moi, en 4 ans de Twitter. Mais bon, voilà. Mais je laisse Mathieu répondre sur Oui, l'articulation compte perso. je suis d'accord, c'est hermétique. Ça doit être complètement imperméable. Alors là, c'est la catastrophe pour vous. Ne communiquez jamais
ça arrive, hein, c'est déjà arrivé, des politiques notamment qui se plantent et qui publient une photo perso sur leur compte public. C'est vraiment des gros couacs. Il faut et puis on a parfois tendance à se dire aussi que, notamment sur Twitter, on peut vite effacer. Non, ça marche pas comme ça. On peut jamais vraiment effacer. C'est-à-dire que même quand on efface, alors ça dépend de votre niveau de notoriété, mais quand on a une vraie notoriété, il y a une empreinte, une trace qui reste, et vous avez toujours quelqu'un qui a fait une capture d'écran, voilà, et vous pouvez vous débattre comme vous voulez. Une fois que le coup est parti, c'est terminé. Donc, oui, il faut être très très vigilant là-dessus. Bon, ça paraît évident, mais c'est pour ça que la question de la posture sur votre compte institutionnel, elle est vraiment importante. Toujours avoir en tête qui vous êtes quand vous publiez et pour le compte de qui vous le faites, en fait. C'est l'institution qui parle. Ça peut être un peu personnifié. C'est important qu'il y ait ce sentiment que c'est pas une institution, une machine qui est derrière un compte, mais qu'il y a des gens, en fait. Donc la personnalisation, elle est importante. Pour autant, on n'est ni dans l'intime, ni dans le personnel. Je conseille vraiment pas ça. Mais c'est vrai pour le ça dérape et vous maîtriserez plus. Pour moi, le côté incarné, il est important aussi même sur une communication ENT. Le fait de s'adresser à des familles en ayant une certaine proximité. Quand on a trouvé un ton et qu'on a une ligne éditoriale, on va dire, sur notre ENT et une régularité, c'est beaucoup plus facile, même si au début. Et je réagis parce que je vois Valérie Servissol, que j'ai pas mis dans ma liste, mais parce que je pouvais pas faire une liste de 3 pages, mais elle fait partie des comptes aussi qui sont très inspirants. Donc c'est rigolo qu'elle soit là avec nous et qui fait une remarque sur Fabrice Meunier. Voilà, parce qu'il y a un homonyme visiblement RN, mais c'est pas celui-là dont je parle. Moi. Je parle du proviseur du lycée, je sais plus son nom, le lycée, mais je l'ai peut-être mis dans les ressources. Moi, pour l'anecdote, hein, les choses que j'ai supprimées très récemment, on a retrouvé des élèves, on était ravis. Ils sont venus refaire des cours alors qu'ils étaient en terminale dans une classe où 100% des élèves avaient le bac en bac sciences de l'ingénieur. Et puis on a fait un repas, ils ont improvisé un repas avec les profs. Et puis on les a pris en photo et on leur a fait enlever le masque, on les a fait se rapprocher. Et puis tout le monde a, a retweeté ça, le recteur, le Dazen, etc. Et puis bon, les gens ne trouvaient pas normal. Certains, les réactions syndicales, chacun est dans son rôle. Les syndicats de profs disaient, le SNES toulousain disait, mais c'est quoi ce proviseur qui annonce déjà les résultats du bac? Bon, c'était les résultats en contrôle continu. Les élèves, ils étaient revenus. Et, il y a des choses qui m'ont gêné beaucoup plus. Et j'ai supprimé immédiatement après. Je ne sais pas si j'aurais dû ou pas, mais on respectait pas la distanciation sociale et on l'avait fait pour la photo. Et c'était une erreur bête, mais on l'a pas vue. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais pas le temps de réagir ou comme ça. J'ai dit, je supprime. J'ai appelé le Dazen en disant, j'ai fait un tweet, vous avez relayé, mais je crois que c'est une connerie. Regardez ce que j'ai reçu en remarque et voyez les réponses. Et on va le supprimer. Donc, mais c'est vrai que peut-être je ferais différemment si. Il vaut mieux, on en a déjà parlé, mais il vaut mieux en fait pas supprimer. C'est-à-dire que c'est plutôt le réflexe qu'on peut avoir en se disant aïe, il y a un sujet un peu gênant, on supprime. Il vaut mieux pas ça supprimer. Et sur la question, là par exemple, il faut assumer en fait. C'est important. On disait notamment pour répondre à une question sur est-ce qu'on va sur des réseaux sociaux, est-ce qu'on, par exemple sur Twitter, on limite les possibilités Interaction. d'interaction avec. En fait, c'est un peu l'antithèse des réseaux sociaux. Donc, si on y va pour pas interagir, autant envoyer des SMS en fait. Et encore, un SMS, bon, c'est compliqué d'y répondre parce que c'est des systèmes qui envoient automatiquement, mais il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux dans ce cas-là. C'est un peu la règle du jeu, c'est qu'il faut accepter le fait que oui, on peut être interpellé, oui, on peut être contredit, oui, parfois on peut faire des erreurs. On peut poster une photo et puis se dire ah oui, mince, en fait, mais je trouve que la meilleure posture à avoir, dans ce cas-là, par exemple, dans l'exemple que tu citais, Benjamin, c'est de dire, ah bah oui, effectivement, boulette, quoi. Enfin, c'est une boulette, on en fait tous, c'est nouveau, on a pensé bien faire, mais on ne fait pas du tout. Et oui, vous avez raison. Et je pense que ça passe mieux, et puis ça humanise, en fait.
quand on disait à un moment donné montrer que c'est pas des machines et que c'est des humains derrière, finalement, ça permet aussi d'humaniser le compte en montrant que bah, parfois, oui, on fait des erreurs, on se plante, et le reconnaître, et ça permet de renforcer aussi la relation avec votre communauté, la proximité. Voilà, plus il y a d'émotions, je dirais, positives, parfois négatives, plus ça crée de l'interaction et plus ça crée des comptes riches. Donc, avoir un compte fermé qui fonctionne en vase clos, j'en sais rien, ça dépend du contexte dans lequel vous évoluez. Et c'est des environnements que je ne maîtrise pas toujours. Ça, parfois, peut-être très tendu. Mais par principe, j'ai plutôt tendance à dire ben non, parce que c'est un peu, contre l'esprit des réseaux sociaux. Ça va un peu à l'encontre des réseaux sociaux. Après, l'émotion, nous, on évite un peu. Enfin, je ne veux pas faire des citations de phrases à tir larigot, mais une phrase de Braque que j'adore. Moi, j'aime l'émotion qui corrige la règle. J'aime la règle qui corrige l'émotion. C'est-à-dire qu'en règle générale, nous, on essaie d'avoir une règle de ne pas mettre beaucoup. On incarne, mais on essaie de ne pas trop rentrer dans le côté émotionnel. Pour autant, de temps en temps, l'émotion fait du bien et comment dire, le fait de partager la joie d'élèves ou le fait qu'on est fier que la communauté du lycée soit fière, le fait que les profs aujourd'hui, les surveillants m'envoient un SMS avec une photo, une petite phrase pour qu'on puisse le relayer sur Twitter, c'est extrêmement important. On est très peu nombreux, nous, à être derrière le compte Twitter, mais on est quand même plusieurs. Donc ça veut dire qu'on a été obligé d'établir des règles. Il y a une question sur le droit à l'image, Mathieu. Moi, je suis assez décomplexé. Je suis toujours en train de dire, je fais une photo, je vais diffuser sur les réseaux. Ceux qui veulent pas y être, sortez quoi. Je dis plutôt ça. Après toutes les précautions qu'on prend à la rentrée sur les dossiers, bien sûr. Alors, je suis pas juriste. Donc, moi, ce que je dis, c'est plutôt du vécu et de l'expérience. Il faut pas être. On entend parfois. Je suis assez surpris de réactions en disant mais le droit à l'image, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et donc c'est une espèce de frein comme ça, une énorme épée de Damoclès. On se dit droit à l'image, donc en fait, si on suit scrupuleusement, on peut rien faire. Enfin, vous allez devoir faire signer des autorisations. C'est quand même assez compliqué, contraignant, et au bout d'un moment, vous êtes coincé. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut se détendre sur cette question-là. Souvent, notamment sur les publics un peu, vos publics, vos élèves, ils sont eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ils publient plein de trucs à longueur de journée, donc bon, et souvent de manière très publique d'ailleurs, et ils ont un vrai problème avec le privé et la sécurisation des infos, des photos qu'ils publient. Ils vont même beaucoup trop loin. Donc, je sais pas, oui, il y a des parents qui peuvent être procéduriers. Franchement, ils peuvent être, oui, procéduriers. Ils peuvent toujours tenter s'ils veulent un procès, mais enfin, je veux dire, si ce que vous publiez se passe dans le cadre d'un établissement, d'activités qui sont organisées par l'établissement, qu'il n'y a rien qui porte préjudice, ce que j'ai tendance à dire à mes clients, mais c'est est-ce qu'il y a un préjudice Je veux dire, poster une photo de quelqu'un qui est en réunion où il est censé être, ou qui participe à un atelier alors qu'il est censé participer à cet atelier et, et que c'est valorisant, pas préjudiciable, quel est l'intérêt à agir pour dire oui, mais vous avez publié une photo de moi, je ne veux pas que vous publiez. Bah, et alors, enfin, ça porte pas préjudice. Souvent, les gens confondent ce qu'ils lisent dans Voici, dans Gala, avec des people qui font des procès parce qu'il y a eu des photos volées de machin. Oui, mais il y a un préjudice. Mais quand on est pris en photo dans le cadre d'un établissement ou autre, qu'en plus, il y a des questions des groupes aussi dans le droit d'image, donc quand il y a plusieurs personnes sur la photo, qu'il y a un groupe, que de toute évidence, on voit que les personnes n'ont pas été prises en photo à leur insu, et que soit elles posent sur la photo, tout sourire et autres, vous avez, franchement, vous ne prenez pas de risque. Là où j'ai tendance à dire qu'il faut être prudent, c'est plutôt sur les jeunes enfants, pour souvent d'autres raisons de détournement de ces photos-là. Mais quand vous êtes sur, voilà, soit des jeunes adultes, des grands collégiens ou autres qui ont conscience qu'ils sont pris en photo, j'ai pas de, je ne vais pas vous donner de mauvais conseils, mais je pense qu'on peut être un peu détendu. C'est dit dans les commentaires. Hein.
On a nos limites. Après, il y a sans doute un contexte d'établissement, il y a un contexte de confiance ou pas. Moi, quand je racontais l'anecdote sur le fait qu'une Dazen nous avait encouragé à faire des comptes Twitter, je pense que tous les Dazen ne l'auraient pas fait. Mais ça veut dire que les choses bougent aussi, quoi. Et puis, je reprends ce que dit Thierry, mais le fait d'être pragmatique, c'est important. Voilà quoi. Le fait que, après, on a beaucoup parlé de Twitter, mais on savait, mais Twitter, c'est un exemple d'une des cibles de communication. Après, le fait de trouver une ligne éditoriale pour son ENT, par exemple, et de le développer en faisant des lettres, en y mettant sa patte, en travaillant la qualité plus que la quantité, et le fait de valoriser, d'extraire de la valeur de ce qui est fait dans l'école, ça permet de mieux communiquer ou de communiquer plus facilement en étant à proximité. Donc, je ne sais pas si on aura répondu au défi que nous avait lancé Guénolé, mais c'est ce qu'on a essayé. Je ne sais pas si on a oublié des thématiques dans celles qu'on avait évoquées et préparées, ou s'il reste des questions. Mais c'était chouette. C'était chouette. De mon point de vue, moi, c'est beaucoup appris déjà en le préparant et en échangeant. C'est très rassurant d'avoir des. Vous tentez TikTok, c'est une blague, je pense. Bonne chance. Vous m'expliquerez. Alors moi, je veux bien un cours parce que TikTok, c'est vraiment pas mon C'est un truc. privilège. Ouais, c'est un privilège. Je me suis interrompu, je me suis perdu, mais c'est un je pense que c'est une blague. Non? Je sais pas. C'est un privilège Non, c'est d'avoir. pas une blague, Comment. non, bon Ah courage. bon. Ça nous intéresse, même Ouais. Servitol, si voilà. Et après, je suis très sensible, moi, je le dis, hein, je m'en suis beaucoup servi comme outil de veille, et c'est presque, je consomme je dois faire partie des vieux dont parlait pas, mais en creux dont il parlait Mathieu. Je consomme énormément de presse et comment dire ça? Ça a une influence sur la façon dont on communique au lycée. Le fait qu'on soit, moi que je sois par exemple, personnellement un peu consommateur de presse et de graphisme et de voilà. Je trouve il y a des infographies qui sont toujours très efficaces dans des journaux que j'apprécie pas par ailleurs, mais je pense qu'ils ont des boîtes qui font l'infographie qui sont géniales. Et on tend vers, et je connais mon défaut, c'est toujours trop d'écrit, quoi. Trop d'écrit, trop d'oral, ça tue un peu le message. Donc parfois, en étant un peu efficace sur des choses courtes, c'est quand même chouette. Et c'est un privilège d'avoir de temps en temps des chargés de com dans ces métiers, surtout qui bossent pour des boîtes, on va dire, ben voilà, quelque chose comme 4 août, qui est pas une boîte de com comme une autre boîte de com qui travaille beaucoup pour l'État. Donc les messages, c'était. Voilà. C'est très agréable et très rassurant. Non, mais vous êtes sur la bonne voie tous. Hein. Effectivement, ça prend du temps. Il ne faut pas se décourager. Et puis je pense qu'il faut pas, quand on ne sait pas, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à tenter. C'est vrai que je rigolais sur TikTok, mais c'est bien. Enfin, faut tester, il faut se lancer. Puis si ça marche pas, et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit aussi de se planter sur ce type d'initiative là, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de tenter et puis vous dire en fait, ça marche pas. C'est toujours, c'est plutôt intéressant. Donc oui, j'ai rigolé, mais je serais curieux vraiment de voir ce que ça peut donner sur TikTok par exemple. Ouais. Bon, en général, je danse À pas, suivre. donc c'est Oui, compliqué. oui, non, mais il n'y a pas que la danse, on peut faire plein de trucs, on va faire des trucs avec son chat, enfin bon, bref. Vous, vous verrez, vous nous raconterez ça. Bon, j'espère que ça a été. Il avait l'air content, Guénolé, dans le commentaire. Bon courage à tous les collègues. Au-delà de la communication, moi, j'ai la chance d'avoir accueilli des élèves aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est bien passé, qu'on n'a pas eu trop de questions de famille, y compris pour les nouveaux. On a accueilli 50 élèves à l'école ouverte. J'ai 50 élèves qui dorment à l'internat cette nuit. Je ne sais pas si vous avez des internats. On a eu une visio avec une secrétaire générale hier soir, parce qu'on n'a plus de Dazen, mais il va être nommé demain normalement. On avait tous plein de questions, on était tous un peu inquiets. Et dans les faits, globalement, je ne sais pas si c'est le discours qui a rassuré, mais en tout cas, ils n'ont pas été trop méchants avec nous, les parents. Et les élèves avaient l'air contents de se retrouver. Donc, après quelques temps sans les avoir tous, c'est un gros défi de les accueillir dans les conditions dans lesquelles on est. Mais voilà. Et je pense qu'on va pouvoir faire acte de communication à nouveau. Moi, j'ai pas eu le temps personnellement de travailler sur qu'est-ce que je dis aux familles à la rentrée, à part un discours, voilà, un discours à l'oral. Mais il y a toujours ceux qui ne viendront pas et qu'on essaiera de, voilà. On peut se quitter sur ça, même si c'est un peu triste, mais il y a toujours une partie de la population qui est toujours un peu la même, qui reste très difficile d'accès. Et
Mais ça, dites-vous que c'est le même problème pour absolument tout le monde et tous les émetteurs institutionnels, et que personne n'a encore trouvé la solution miracle qui permet de toucher les publics dits éloignés. Vous les connaissez, enfin, les collectivités les connaissent. C'est très compliqué. La seule manière d'aller les chercher en communication, c'est d'aller physiquement au plus près. Quasiment le retour du porte-à-porte. Il y a un peu que ça qui marche, mais c'est pas votre boulot. Et voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et personne n'a trouvé la solution. Voilà, et puis concrètement, des gens le font, mais dans le message, le fait de ne pas les oublier ou de les oublier jamais, je trouve que c'est hyper important. Parce que voilà, on est un tout et c'est ça le vivre ensemble. C'est manger à la même table et c'est enfin voilà, on ne peut pas revenir sur l'étymologie, mais c'est. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, merci à tous. C'était intéressant de parler avec des profs. J'ai 2 parents profs, donc voilà. Personne n'est parfait. Ouais, c'est ça. Bonne soirée. Soirée. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Et salut les collègues. Et merci Guénolé pour l'occasion. À bientôt. Je sais que quelqu'un fait un compte rendu de la réunion, un collègue, voilà, qui est expérimenté. Donc voilà. Belle soirée à vous. Salut.